That's where I long to be, with my three good companions, just my rifle, pony and me. Microciné, bonjour ou bonsoir, ça va dépendre de l'heure à laquelle vous allez découvrir cette nouvelle émission. On continue de remonter le fleuve Aung San Suu Kyi. Je ne sais pas si ça se dit, mais en tout cas, je l'ai souvent dit durant les précédentes ou les émissions de venir. 21e film de Aung San Suu Kyi, La caméra de Claire. C'est un film qui dure à peu près 1h05, 1h10, un petit film comme on dit, mais il y a pas mal de choses quand même à l'intérieur de ce petit film. Le film date de 2017. Il a cette particularité d'avoir dans sa distribution, en plus de Kim Min-hee, qui est une personne extrêmement importante et dans la vie privée, mais aussi dans la vie de cinéma de Aung San Suu Kyi. On en a souvent discuté. Et puis, il y a aussi le retour d'Isabelle Huppert après, comment il s'appelait ce film? Another, oh, je ne me rappelle plus. Est-ce que tu te souviens Comment? In Another Country, c'est ça? In Another Country. Voilà, donc on enregistre dans les conditions du direct. J'ai eu un petit oubli, j'en suis désolé. Et vous l'avez reconnu, hein, Kefren, qui vient très souvent sur la chaîne et qui a accepté pour le coup de venir discuter un petit peu de Aung San Suu Kyi. On va dire la vérité, il n'avait pas trop le choix. Et par rapport à sa présence et par rapport au film aussi, que normalement c'est l'invité qui choisit le film. Je crois que La caméra de Claire t'a été un peu imposée. Et puis c'est pas très grave parce que tu me disais hors caméra que finalement il y a des choses à dire sur ce film. Comment vas-tu, Kefren? Ça va, ça va. Moi je suis toujours content de parler de Aung San Suu Kyi de toute façon. Et La caméra de Claire, finalement, oui, Aung San Suu Kyi beaucoup plus intéressant que ce qu'on croit ou ce qu'il avait laissé à l'époque comme souvenir. Alors, il y avait une espèce de petite blague qui venait souvent. Il faut savoir que Kefren est critique de cinéma et il continue encore de travailler pour cette revue importante qui s'appelle Eastasia, une revue des cultures d'Asie. Et fut un temps, il y avait un podcast légendaire, cultissime. Je crois que c'était tous les mois, si je me trompe pas, où il y avait la fine équipe de Eastasia, et c'était juste rocambolesque. D'ailleurs, certains sont déjà venus chez Microciné. Je pense à il y a toi, il y a Scampos, Marc Elgouache et d'autres. Justin Quedi, oui, bien sûr, Justin Quedi qui était là aussi. Et puis d'autres qui ne veulent pas venir sur Microciné. Voilà, mais ils viendront un jour ou l'autre. Et il y avait ce podcast tous les mois. Et il y avait souvent, et je crois qu'il y a, peut-être, il devait y avoir un podcast tous les 3 ou tous les 4 podcasts où ça parlait de Aung San Suu Kyi et les films le top 10 de fin d'année, il y avait toujours 1 ou 2 Aung San Suu Kyi dans le top 10. Et ça vannait beaucoup par rapport à ça. Mais en même temps, ça a dit quelque chose aussi. C'est que ça n'a pas changé. C'est toujours la même chose. C'est toujours quelqu'un qui continue d'être staccanoviste dans sa manière de percevoir le cinéma. Et 2 questions. La première, je pense te l'avoir jamais posée, et juste savoir comment ça s'est passé la première fois avec Aung San Suu Kyi. Et puis, est-ce que ça a été une évidence très vite concernant le film ou le cinéaste? Et puis surtout, comment tu peux placer La caméra de Claire dans sa filmographie? Pour moi, Aung San Suu Kyi, ça a été dans mes découvertes, je dirais, adolescents, dans les recherches cinéphiles. Mais il avait déjà lorsque je m'intéressais, c'était le moment où il avait sa grande hype, on peut dire, en Occident. C'était à la fin des années 2000 et début des années 2010, où justement il enchaînait les films et qu'on a commencé à le voir comme une espèce de staccanoviste du cinéma coréen, et qu'on le comparait à Romer, etc. etc. C'était justement la période de fin des années 2000, début des années 2010, comme ça. Et c'est là où moi aussi, j'ai plongé dedans, comme en suivant la vague critique et certaines sorties ici et là. Mais La caméra de Claire, par contre, La caméra de Claire, je crois que je l'ai vu à Paris ou à Cannes, je sais plus. Mais je l'avais vu à l'époque, justement, parce que j'étais à Cannes en 2017, donc je sais plus si je l'ai vu là-bas ou pas. Mais justement, c'était dans une période où justement Eastasia on était à fond sur Aung San Suu Kyi, comme tu l'as dit, et que jusqu'à aujourd'hui, certains disent que des votes étaient volés pour qu'il soit dans le top. Mais non, on supportait beaucoup Aung San Suu Kyi jusqu'à aujourd'hui d'ailleurs.
Mais à cette époque, il y avait ce truc que la caméra de Claire, c'était un tournant dans sa carrière parce qu'il mélangeait, enfin, il rendait explicite ce qui était déjà latent dans son cinéma, c'est-à-dire qu'il y a une part autobiographique très présente et qui, du coup, prenait le pas à cause de sa relation avec Kim In-hee, parce que le film était déjà auréolé du scandale justement de son adultère et de sa séparation avec sa femme qui était sa productrice à l'époque. Et il y avait déjà tout ça qui entourait le film, et donc c'était ça qui donnait une espèce d'engouement, d'émulation autour de la caméra de Claire. Et surtout parce que faut, dans le contexte coréen, enfin nous aussi à Istasia justement, on essaye de recontextualiser les œuvres, c'est que les artistes sont vus comme des ambassadeurs du pays. Et donc, quelqu'un comme Aung San Suu, à l'international, ce qu'il représente, ce qu'il fait, etc., ça compte. Et donc, le fait qu'il soit, comment ça, que sa vie ne corresponde pas aux bonnes mœurs de ce que voudrait la société coréenne, etc., était déjà un scandale en soi dans son pays, qui amplifiait sa démarche en tant que de cinéaste, de le traiter de manière cinématographique. C'est-à-dire, il y avait déjà un truc de lui-même s'empare de ce qui était un scandale médiatique pour en faire du cinéma. Mais ça peut ne pas, ça peut présenter la confusion, cette configuration-là de prendre pour appui son vécu. Comment, et ça c'est quelque chose qui revient souvent chez Aung San Suu, c'est même pas que ça revient, ça fait partie de son cinéma, c'est son ADN, c'est quelque chose qui ne se discute pas. Et, mais j'ai toujours été très intrigué et agréablement surpris de la manière qu'il a constamment de puiser dans ce réel-là et d'en faire une fiction plutôt intéressante. Et c'est vrai que quand on regarde le synopsis du film, qui est très simple, pendant le Festival de Cannes, deux femmes se rencontrent. La première, Man-hee, alors Man-hee, qui est jouée par Kim Min-hee, s'est fait renvoyer de son travail par sa patronne, productrice de cinéma et maîtresse d'un cinéaste coréen alcoolique, venu présenter un film au festival. En ville, Man-hee donc sympathise avec Claire, qui est jouée par, qui est incarnée par Isabelle Huppert, qui la prend constamment en photo avec son Polaroid, enfin, je ne sais pas trop, oui, bref, en tout cas, un appareil photo, et qui prend en photo aussi d'autres personnes parce qu'elle rencontre aussi par un concours, enfin, elle lance la conversation dans un café auprès du cinéaste sud-coréen. Et donc, Claire dit souvent que, c'est écrit dans le synopsis, elle prétend que les gens qu'elle photographie ne sont plus les mêmes. Ça, on va y revenir après. Mais là où je veux en venir, c'est comment toi, tu arrives à comprendre ce désir très fort constamment de puiser dans le réel, même quand le réel est extrêmement récent. Parfois, il y a des films qui peuvent questionner un réel qui s'est passé il y a un certain temps et qui a permis au cinéaste de prendre le recul nécessaire, de bien y réfléchir, de faire le deuil de tout ça et puis d'en faire un objet de fiction. Aung San Suu, pas du tout. Il peut lui arriver un truc gravissime, 1 mois ou 2 mois après, il va en faire un film. Et j'ai toujours été très agréablement surpris de la distance qu'il arrive à installer entre ça et en faire un film qui finalement devient universel, c'est-à-dire qui dialogue avec tout le monde. Pour moi, il y a au-delà disons, des raisons, comme je l'ai dit, du fait qu'il joue des fois d'un système médiatique, etc., commercial, et que même en tant que cinéaste, il y a un côté assez malin, assez intelligent de savoir que si sa vie est publique, autant l'utiliser soi-même pour en faire du cinéma. Il y a un côté assez terre à terre comme ça, mais d'une démarche plus artistique. C'est parce que lui-même s'inscrit dans des courants et des visions du cinéma qui prêtent à ça, et même dans des visions de l'art qui prêtent à ça, par exemple par période. Parce que par exemple, la période que commence la caméra de Claire va aller de, disons, 2017 à très récemment, jusqu'à l'année dernière, où il fait un dernier film autobiographique. Mais on voit déjà que, par exemple, In Water et ce qui semble être ses prochains ne sont déjà plus autobiographiques. Donc, il y a déjà, de là dont on parle actuellement, on peut déjà dire que c'était en fait une période de sa carrière, parce qu'il semble être passé à autre chose maintenant de sa relation avec Kim In-hee, même si elle est toujours actrice ou autre. On voit que les films ne sont plus aussi
aussi vif dans la captation de sa propre vie. Et puis, dans ce que je voulais dire, ah oui, sur la démarche artistique, c'est que dans le film, il commence à expliquer, commence à comprendre d'où vient cette vision autobiographique de l'art. C'est que, par exemple, à un moment, il cite un poème de Marguerite Duras. Et donc là, déjà, on voit... ça vient du bouquin C'est tout. Oui. Et là, déjà, on voit dans quel mouvement il s'inscrit, puisque Duras était elle-même une artiste, une écrivaine, une autrice qui faisait de sa propre vie, ou du moins de sa vie fantasmée, de sa vie romancée, une matière de littérature, et aussi parfois une matière de cinéma également. Et dans un autre plan, on voit un truc, c'est que on voit quand elles vont chez l'ami, je crois, de Mani, ils s'arrêtent devant un tableau, et en fait, on voit un tableau de peinture réaliste, je crois. Réaliste, oui. Je crois que c'était Théodore Leving, le peintre. C'est une reproduction d'un tableau de Théodore Leving dans l'escalier qui quoi. Et cette vision un peu réaliste, romantique, c'est un truc qui va beaucoup explorer durant cette période. Et pour les gens, je renvoie un article que Marc a écrit, je crois, sur Estasia, où il rentre plus en détail dans pourquoi, au moins durant cette période, Aung San Suu rentre pleinement dans le romantisme, et surtout une vision du romantisme allemand, européen, tel qu'il est. Et cette vision du romantisme se base sur, disons, un certain lyrisme qui est l'expression de la subjectivité de l'artiste, et donc le jeu. Et c'est ce qui explique un peu ce cinéma à la première personne. Tu veux dire qu'il y a une forme de jeu, J-E-U, par rapport à ça, par rapport à cette subjectivité? Non, une forme de jeu, J-E. Oui, ça j'avais compris. Mais est-ce que ce serait finalement une forme de jeu pour lui, J-E-U? Cette conversation est extraordinaire, là, ce qu'on vient de faire là. Oui, il y a de ça. Puisque de toute façon, le film le développe, je pense qu'on va en parler, mais il y a ce truc de le cinéma propose un miroir comme ça, comme la peinture pouvait le faire, un miroir qui révélerait vraiment les êtres, qui nous les dévoilerait dans l'existence, etc. Et il y a de ça chez Aung San Suu Kyi. Donc lui-même s'amuse à comment dire ça, à chercher quel est le cœur des situations auxquelles il est confronté, ou qui sont les remous de sa propre existence, mais comme pouvaient le faire justement les romantiques de l'époque, ou certains écrivains, Alice, etc. À un moment, je ne sais plus qui, mais il y a une phrase qui est dite, à savoir il faut être honnête dans sa vie afin que le cinéma qu'on a envie de créer ressemble à ça. C'est-à-dire que si on veut faire un bon cinéma, dans le sens un cinéma qui fonctionne, qui dialogue, il faut d'abord être honnête dans sa propre vie. Pourquoi, selon toi, Aung San Suu se permet ce genre, alors que cette phrase-là, finalement, je crois que c'est le cinéaste qui le dit, à mon avis, mais je ne me rappelle plus. Mais lui-même, la seule personne qui finalement pourrait être artiste, parce qu'il y a toujours cette question, est-ce que vous êtes artiste? Est-ce que vous êtes artiste? Non, je suis poète. Ah, vous êtes peut-être, donc vous êtes artiste. Et Kim Min-hee répond, moi, je ne suis pas artiste. Mais en fait, peut-être que c'est peut-être la seule qui soit réellement honnête dans la vie et qui comprend beaucoup de choses sous cet air de fausse naïve, et qui elle-même pourrait finalement créer. Pourquoi il y a cette phrase-là qui est là une fois, mais qui résume constamment pendant plus d'1h09? Oui. Après, oui, elle est là une fois, mais il y a quand même des variations. C'est-à-dire, en fait, tout le film, les discussions tournent autour de ces sujets de l'honnêteté, de l'authenticité. En fait, on a l'impression qu'il parle que de ça, même parfois quand il parle d'autre chose. On a l'impression qu'il parle toujours en biais de est-ce qu'il faut dire la vérité, être ce qu'on pense être, etc., etc. Et déjà, il y a un jeu de ça qui est déjà la question de la photographie, et une question un peu godardienne de est-ce que le cinéma peut avoir... enfin, est-ce que le cinéma, c'est la vérité 24 fois par seconde, et des choses de ce ressort, et même avec le fait qu'il y a une espèce de mise en abîme où il y a il y a des photos dans le film, et que lui-même s'amuse à filmer des photos, des tableaux, etc. etc. Mmh.
cette question-là, justement, de l'authenticité joue de fait de sa propre démarche, disons, réaliste, et réaliste au sens 19e siècle. C'est que il se demande jusqu'où on pourrait commencer à révéler qui on est vraiment, qui on est, alors que le personnage de Kim Min-hee, elle, par exemple, est très encadrée. C'est-à-dire, en fait, il le montre dans la mise en scène, c'est que le premier plan et le dernier plan sont les mêmes. Et le même, c'est Kim Min-hee qui est dans un bureau surcadré avec dans la porte, etc. Et elle, en fait, elle est toujours dans le cadre de quelqu'un. Elle existe toujours dans l'image de quelqu'un. Donc, en réalité, elle est la seule qui ne peut pas mentir parce qu'en réalité, elle est prisonnière des images des autres et des cadres dans lesquels les autres la fixent. Et il y a tout un jeu comme ça de surcadrage avec elle, mais aussi de résonance avec elle et le personnage de l'alter ego de Hong Sang-soo dans le film, avec des espèces de zoom et des zooms où à chaque fois on montre qu'ils sont seuls ou accompagnés, etc. Et, un moment sur la plage, par exemple, il y a un espèce de dézoom où on la voit toute seule sur la plage, et en réalité, on a l'impression que c'est une scène volée, que genre, ben, c'est comme ça qu'est réellement Kim Min-hee, ou des choses comme ça, et surtout pour les gens qui justement sont déjà allés à Cannes ou des endroits comme ça, certains artistes, certaines actrices se comportent vraiment comme ça. Donc il y a un truc où on se dit, on a l'impression que elle, on lui vole des moments, et c'est littéralement ce qui se passe dans un degré de réalité, c'est-à-dire que ben, la presse s'est emparée de cette histoire, etc., etc. Donc, des fois, la mise en scène semble singer ça, donc elle ne peut pas dire autre chose que ce qui est parce que elle n'est pas libre de toute façon. Et il y a même ce jeu aussi même dans sa relation où à un moment il fait une crise de jalousie alors qu'ils sont pas vraiment ensemble, le personnage de Hong Sang-soo vers la fin, etc. Et il y a un truc où elle est toujours surcadrée. Et ça va résonner dans les autres films qu'il fera après avec Kim Min-hee, où elle est toujours en train d'essayer d'échapper à quelque chose où elle est prise dans quelque chose, par exemple dans La femme qui est partie, ou Hôtel Baskerville. Il y a toujours quelque chose de pesant comme ça. Et alors que les autres personnages, eux, jouent de leur statut ou des choses comme ça, ou de leur ambivalence. Par exemple, il y a une discussion à un moment dans le restaurant entre Hong Sang-soo, entre l'alter ego de Hong Sang-soo et la productrice qui est sa femme. Et en réalité, on ne sait pas au début s'ils parlent de leur relation ou s'ils parlent de leur relation professionnelle ou de leur relation amoureuse. Et il y a une espèce de truc comme de glissement comme ça, soudain, qui font que comme ils ont plusieurs casquettes les uns pour les autres, comme ils ont plusieurs personnalités, on sait plus vraiment où on se situe, si on est artiste, si on est amant, si on est artiste, si on est ceci, si on est cela. Et donc, on n'arrive plus à se définir. Alors que Kim Min-hee n'a pas besoin de se définir parce qu'en fait, ce sont les autres personnes qui la mettent dans des cases. Et c'est littéralement ce que montre la mise en scène. Pourquoi, selon toi, Hong Sang-soo va chercher une comédienne étrangère, donc une comédienne française, Isabelle Huppert, avec qui il avait déjà tourné, et il lui donne à Isabelle Huppert, à Claire, la fonction de photographe amateur, qui a cette capacité de faire changer celles et ceux qu'elle capte par le biais de la photographie. Alors que lorsqu'il demande à Kim Min-hee, qui est une séquence extraordinaire, où elle apprend qu'elle va se faire virer par la productrice, on ne sait pas pourquoi encore. Et à ce moment-là, elle, extrêmement abattue, elle a cette capacité de se relever en lui disant on va faire un selfie pour bien immortaliser mon renvoi. Je veux dire, ça, c'est juste génial. Et on a l'impression qu'elle a du mal à le prendre, cette photo-là. Ça m'a un peu intrigué, ces deux aspects-là. Oui, parce qu'il y a une phrase à un moment, pour moi, je pense que c'est une phrase un peu clé du truc. Enfin, il y en a deux. C'est celle que tu dis qui est la première qui dit le temps qu'on prenne la photo, tu as déjà changé, quelque chose comme ça, qui est une des phrases qu'elle dit au début. Puis il y a une autre phrase qu'elle dit vers la fin, c'est le seul moyen de changer les choses, c'est de les regarder doucement. C'est de les regarder précisément et doucement.
Et il y a ce truc là qui est que, en réalité, en revoyant le film, je me dis Hong Sang-soo utilise Isabelle Huppert comme une incarnation du cinéma lui-même, de ce que peut le cinéma. C'est-à-dire, il rajoute un troisième élément qui est la caméra, et justement la caméra de Claire, mais qui est ce que le pouvoir du cinéma lui-même. C'est-à-dire, il y attribue le fait de, elle met les gens en relation à travers les images, elle permet aux gens de se voir eux-mêmes, etc. Et il y a tout un jeu comme ça elle va petit à petit les forcer à accepter la situation en la regardant ou en mettant des images en juxtaposition ou en faisant telle personne regarder telle personne, etc. Et elle-même, la circulation qu'elle propose dans le film, c'est-à-dire le parcours qu'elle fait, etc., elle semble forcer les personnages et les corps eux-mêmes à se retrouver ou au moins à accepter ce qu'ils sont vraiment. Il y a quelque chose de cet ordre-là. Mais justement, je dis ça parce que Hong Sang-soo, avant ça, venait de faire un film très expérimental, enfin, très à la René, j'ai envie de dire, qui est... ah non, j'ai oublié le nom. Pourtant, c'est mon préféré. Mais c'est celui où... c'est Right Now, Wrong Then. Et un jour avec, un jour sans. Voilà, il venait de faire... Et justement, dans ce film-là, il rend explicite ce que peut le cinéma. C'est-à-dire, on peut rejouer, on peut refaire, etc. Et dans La caméra de Claire, il y a un peu de ça qu'il applique à lui-même, mais en réfléchissant sur ce que peut le cinéma et en réalité, je pense sur ce qu'a pu le cinéma sur sa relation. Déjà, c'est-à-dire, pour moi, je pense pas qu'il réfléchit sur ce que ce qui va se passer ou que le film nous montre ce qui peut advenir, etc. Je pense qu'il montre ce qui s'est déjà produit grâce ou à cause du cinéma, justement, qui est entre les personnages. Et justement, Isabelle Huppert, pour Hong Sang-soo, représente toute une histoire du cinéma, toute une partie du cinéma, justement, vient s'immiscer dans les relations. Et le truc un peu rigolo et un peu, disons, expérimental, c'est que elle est incarnée par une véritable personne qui est Isabelle Huppert. C'est-à-dire que ça ne devient pas un truc théorique où ce serait la présence de la caméra, blablabla. Non, ça devient un personnage qui justement s'immisce entre les relations des personnes, entre les relations et justement leur envoie leur image, etc., etc. Et il y a quelque chose de cet ordre-là, je pense. C'est pour ça que c'est troublant ce qu'elle fait. Et aussi, c'est pour ça que le personnage, on a l'impression que il a une espèce de truc fantomatique ou genre, oui. C'est bizarre que comment elle traverse le film, etc., ou comment elle va d'un personnage à l'autre. Même en termes d'espace, il y a des choses très étranges, mais en même temps, il y a des choses, je vais dire, un peu réalistes. C'est qu'il y a une scène qui me fait un peu rigoler. C'est à un moment, il traverse la rue avec Kim Min-hee et j'allais le dire. Justement, il y a une espèce de mec qui arrive en voiture et c'est un peu dangereux. Enfin, il fonce et ils avaient lui parlé de s'arrêter. C'est vrai, elle s'énerve un peu. Et là, on a l'impression qu'on sort du film et que justement, elle s'énerve réellement, que le mec ait failli les écraser, quoi, ou du moins, elle fait une manœuvre dangereuse. Moi, je peux te parier tout ce que j'ai que à ce moment-là, on n'est plus dans le film. C'est Isabelle Huppert qui dit en plus, s'il vous plaît, merci. Ça m'a marqué ces deux mots. Et moi, je pense qu'à ce moment-là, elle n'est plus Claire, elle est Isabelle Huppert et elle demande juste à ce qu'on. Voilà. Donc, mais bon, je referme la petite parenthèse, je t'en prie. Oui, mais justement, moi aussi, justement, j'aime cette scène parce que justement, il y a un truc qu'on nous rappelle dans l'espèce de rêverie du film que finalement, on regarde une espèce de manufacture de la réalité, mais que même dans cette manufacture, la réalité, disons, là, le réel surgit quand même de cette espèce de recréation du truc. Et c'est ce qui rend le film vraiment plus intéressant que ce qu'on peut penser. Ce qui nourrit le film de l'intérieur de biais par ce genre de choses. Et même par exemple, dans
quand parfois, quand ils discutent en anglais avec, enfin, il y a aussi une blague sur ça, c'est que au début, je crois qu'il y a un personnage qui dit au personnage de Kimini, oui, je t'ai pris, mais en fait, t'es mauvaise en anglais, etc. Et plus tard, quand elle parle à Xavier Huppert, nous, on comprend que oui, en fait, elle est nulle en anglais. Et il y a une espèce de, comme ça, mais qui est aussi qui semble être le réel de la situation, c'est-à-dire, ben, Kimini n'est pas si forte en anglais que ça. Et donc, ça rend la communication avec Isabelle Huppert qui, pour le coup, semble une communication ancrée dans un certain degré de réalité, difficile, et genre, t'as l'impression qu'elles se comprennent pas vraiment, mais ça n'a rien à voir avec le film, c'est-à-dire, elles se comprennent pas vraiment de toute façon parce qu'elles peuvent pas très bien communiquer, mais que le fait qu'elles soient filmées, qu'elles soient dans le mouvement du film, rend leur espèce d'alliance ou leur voyage intéressant. Et il y a cette espèce de degré où on est à chaque fois entre une réalité brute dans laquelle on peut pas échapper, voilà, ou même Huppert elle-même ne peut même pas échapper à la vie de Cannes, machin, et cette espèce de fiction, ce léger voile de fiction qui rend les choses incommunicables communicables. Même Marc, les gens Marc me disait récemment, Marc Lelgouache, qui travaille aussi pour Istasia, me disait récemment que Hong Sang-soo fait partie de ces très rares cinéastes qui, lorsqu'il filme son propre pays ou ses villes, les villes qui lui sont extrêmement familières, mais aussi des pays étrangers, des villes étrangères, eh bien, il ne va jamais utiliser des lieux touristique, on va dire ça comme ça, pour alimenter son récit, sa narration. Il faut savoir que la caméra de Claire se passe à Cannes, pendant le festival de Cannes. Moi, si tu me le dis pas, je dirais, j'ai envie de te dire oui, et alors? Oui, et alors? Et ça renvoie un peu à ce que tu dis quand seul le cinéma peut faire. Le film est composé uniquement de lieux extrêmement simples, avec des endroits très simples, je veux dire, je répète, pardon, un petit restaurant qui est là, juste là, quelques bouteilles, ils ont mangé, ou alors un café avec une table, 2 tasses de café ou du thé. Et c'est très, très simple. Et de tout ça sort une dramaturgie qui continue encore de m'étonner. Et c'était Emmanuel Burdeau qui me disait que avec Hong Sang-soo, on a cette impression que il y a une capacité du possible. Tout est possible avec lui. Tout est possible, surtout quand ça vient de choses anodines ou de lieux communs. oui. Je vais te donner un exemple. La séquence où Isabelle Huppert, Claire, déjeune avec la productrice et le cinéaste sud-coréen. Et à un moment, elle lui montre au cinéaste sud-coréen toutes les photos qu'elle a prises. Et là, il se rend compte qu'elle a rencontré Man-hee. À ce moment-là, un autre cinéaste, parce qu'il faut savoir que à ce moment-là, la séquence est filmée en plan large. Ouais. Que ferait un autre cinéaste à ce moment-là? Il ferait un gros plan sur la productrice. Eh bien, il n'y a pas de gros plan. Mais c'est toi qui te le fais, ton gros plan. Parce que tout de suite, tu vas regarder la productrice pour voir comment elle va réagir. Parce qu'on a compris qu'il y a eu en fait une forme qu'il y a eu de l'adultère et tout. Donc tout de suite, moi, je regarde la productrice pour voir comment elle réagit. C'est là la capacité du possible dans Hong Sang-soo, c'est qu'en fait, c'est nous-mêmes qui construisons les valeurs de plan. Alors que lui parce que lui a réussi à installer quelque chose et c'est magnifique. Oui, ben, tu as raison de signaler ça parce que justement, il y a de ça justement dans la mesure où les lieux qu'on voit dans le film sont déjà récurrents. C'est-à-dire, Hong Sang-soo, il y a une espèce de légère virtuosité qui est plus, enfin, la virtuosité qui est plus prégnante dans d'autres œuvres, mais dans ça, elle est légère dans la mesure où il arrive à s'approprier le territoire de Cannes et en faire un territoire de cinéma de Hong Sang-soo en quelques idées de plans et dans, par exemple, la récurrence. C'est-à-dire, nous qui avons déjà vu des films de Hong Sang-soo, ben, souvent, les personnages retombent dans le même restaurant ou dans le même bar à différents moments et des choses comme ça. Et il arrive à créer ce même système qui nous semblait être typique ou exclusif à la Corée du Sud, cette culture du repas, etc., etc. Il arrive à la recréer en France, mais dans un cadre réaliste français, c'est-à-dire en écho
à ce que nous connaissons, enfin, ce que nous connaissons et même vivant de la culture française, c'est-à-dire, là, ils se rencontrent devant un café, bistrot, Isabelle Huppert et le alter ego d'Aung San Suu, ils se rencontrent devant un café bistrot. Ils sont au restaurant chinois 2 ou 3 fois dans le film avec la productrice, etc. En fait, ils reviennent à chaque fois dans ce restaurant et justement on le reconnaît parce qu'on reconnaît l'espèce d'aquarium de tableaux, de lumière, etc., etc. Ou même l'espèce de restaurant où à la fin elle veut retourner parce qu'elle a oublié le truc et là où il fait un espèce de zoom sur une lampe, etc. Et justement, et là il y a un truc qui est intéressant, c'est que il y a cette notion de ce qui est possible, c'est que par exemple, quand il fait ce zoom sur cette espèce de lampe à la fin du restaurant violet, pour de la manière la plus prosaïque, on se dit, mais c'est juste une lampe moche d'un restaurant de Cannes. Je sais pas. Mais lui, il arrive à l'enchanter de son cinéma, justement, où pendant ce moment-là, on comprend que le personnage de Kim Min-hee est dans une espèce de rêverie, et en plus de ça, il nous a déjà, par touche, conditionné à comprendre qu'il y a une espèce de rêverie à l'œuvre, qu'il y a une autre dimension qui se déroule durant cette œuvre qui n'est visible que par des espèces de touches de mise en scène. Donc, par exemple, l'une, c'est que le cinéaste, à un moment, bourré, s'endort, et derrière lui passe un train. Et justement, il y a un truc où on se dit, en termes de langage de cinéma, ben, en fait, il s'endort et il rêve d'un train, il rêve de cinéma, quoi. Et c'est justement, on semble être dans son rêve, qu'est le film, justement. Et en plus, filmer un train dans le sud de la France, etc., c'est tout un symbolique de cinéma. Et il y a, par des petites touches comme ça, soudainement, il arrive à nous. C'est vrai qu'on se situe pas vraiment dans la réalité la plus prosaïque, mais un degré à côté. Et comme dit justement Emmanuel Bordeaux, c'est que oui, c'est le degré où s'ouvre le champ des possibles, justement des croisements, des réflexions, etc. Et dans cette situation, on peut le voir aussi avec les zooms. C'est que souvent, il y a un truc où on se dit, le zoom, par exemple, devient un système où le premier zoom est celui sur, je crois, Kim Min-hee, et on recule et on voit qu'elle est toute seule sur la plage. Sauf que il y a un zoom après qui est pareil, qui est sur le cinéaste où il est au café, et on croit encore une fois qu'il va reculer et il sera tout seul dans le café. Mais en fait, non. Ce zoom nous dévoile qu'à côté de lui, il y a le personnage d'Isabelle Huppert. Et en plus de ça, la composition du plan est une espèce de négatif du plan du premier plan où c'est Kim Min-hee surcadré. C'est comme ça que le film commence. Alors que ce plan où le cinéaste rencontre Isabelle Huppert est l'espèce d'opposé, c'est-à-dire le cinéaste est d'un côté, Isabelle Huppert d'un côté, et au milieu d'eux, il y a une porte et il n'y a personne à l'intérieur. Alors que nous, on a vu que dans le premier plan, au milieu de la porte, il y a Kim Min-hee qui est dans la porte. Et c'est ça le premier et le dernier plan du film. Donc, il y a cette espèce de jeu où nous-mêmes, on peut associer des images et comprendre quel est l'élément manquant, quelle est la réaction qu'on devrait attendre, etc., etc. Et ça, c'est la forme, espèce de forme ludique, d'ailleurs, dont on ne parle pas beaucoup, parce que justement, il y a un truc avec Aung San Suu qu'on a très vite catégorisé romérien, etc. Alors que moi, je pense qu'il est plus rhénésien que romérien. Et dans cette logique rhénésienne, il y a une espèce de ludique propre au cinéma, mais qui qui peut servir des arguments dramatiques, politiques, etc. Il y a une espèce de ludique de l'esthétique du montage, de la composition, etc., qui était très propre à René, c'est-à-dire qu'il l'ait fait de manière un peu plus grandiloquente dans, par exemple, Mon oncle d'Amérique ou des choses comme ça, ou même dans Je t'aime, de la SF, etc. Mais même plus tard dans sa carrière, René, notamment dans, par exemple, On connaît la chanson, des choses comme ça, il fait des inserts, des petits inserts ou des trucs comme ça, qui à chaque fois nous rappellent que le spectateur doit aussi travailler, c'est-à-dire on n'est pas là pour être nourri comme, disons, dans un certain cinéma industriel où tout nous serait donné comme ça, il suffirait de s'asseoir et de rester passif. Il y a un travail à faire chez Aung San Suu, et justement, mais ce travail est ludique, c'est-à-dire c'est pas un truc plombant, c'est-à-dire c'est amusant de voir les correspondances, de savoir ce plan-là, ce restaurant, on y est déjà allé. Et il y a même un truc un peu de drama, mais dans le sens drama coréen, ou même l'équivalent chez nous serait un peu les telenovelas, etc., de se dire
ah, mais en fait, elle et lui, ils sont ensemble, etc. Et qu'en fait, elle devrait être jalouse de ça, de comme ça. Et même cette espèce de truc ludique qui est juste un plaisir de cinéma et juste un plaisir d'observateur, c'est-à-dire juste de regarder les choses et de voir, et juste en observant les gens, de voir leurs réactions, etc., etc. Et il y a un plaisir de ça dans la caméra qu'il a. Et c'est ce que j'aime bien aussi. Et c'est ce que j'aime bien, mais c'est ce qui est aussi montré par ce côté de Cannes un peu erratique. C'est-à-dire, il n'y a pas. C'est-à-dire, on filme Cannes, mais il y a un côté des villes du sud de la France qui capte bien, qui est cette espèce de truc, qui est même chez d'autres cinéastes, ou même que d'autres cinéastes étrangers ont capté. Par exemple, je pense à Nobuhiro Suiwa dans Le Lion est mort ce soir avec Jean-Pierre Léo, qui est en 2018, je crois. Où il y a ce truc où dans le sud de la France, où les villes du sud sont propices à des rêveries parce que le côté alambiqué des petites rues, des villes, etc., machin, la plage, ça, ça libère un peu l'esprit, ça c'est propice à laisser aller à ce truc erratique de digression, etc., etc. Il y aurait encore beaucoup de choses à dire sur ce film. Voilà, c'est qu'il fait 65, 69 minutes et il est court, mais il y a vraiment beaucoup de choses à dire. La preuve, hein, quand on écoute Kefren ment toutes. Et voilà, donc je suis très content en tout cas qu'on ait pris un peu de temps pour parler de ce film, le 21e film de Hong Sang-soo, avec Isabelle Huppert, Kim Min-hee et Chang Mi-hee. Voilà, film réalisé en 2017. Merci à toi, Kefren, et on continue de visiter cette filmographie. Merci à toi et tu reviens quand tu veux, bien évidemment. Merci beaucoup. Merci Kefren. À vous et bonne visite. Et bonnes vacances. Allez, générique. In the canyon, that's where I long to be with my three good